Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du 14 juillet 2021, donc mercredi. Au menu du jour, je vais y arriver, je vais parler moins vite Bitcoin. On va voir un petit peu si on est réellement dans un réel mouvement baissier ou non. On va reparler des niveaux pertinents à regarder. On va aussi parler du range. On va voir en cas de cassure baissière quels seraient les objectifs à venir chercher. On va aussi parler d'Ethereum assez rapidement puisque Ethereum suit Bitcoin en fait majoritairement. On va parler aussi XRP-LTC, on m'a demandé pourquoi j'en parlais plus, mais parce que rien n'a bougé. En fait, XRP-LTC, on a identifié les bornes de range comme sur le Bitcoin, donc en gros ici entre 104 dollars et 150 dollars. Tant qu'on est bloqué entre les deux, il se passera rien. XRP, c'est même chose. Tant qu'on est entre 51 et 73 dollars, il se passera rien non plus, donc c'est pour ça que j'en parle pas. Et du coup, je parlerai aujourd'hui d'Ether, comme j'ai dit, et donc de Tezos également, et un petit peu du dollar index parce qu'on a une corrélation encore une fois, mais ça j'y reviendrai après. Alors Bitcoin, on revient à chercher le bas du range, hein, donc encore une fois, est-ce qu'on va rebondir pour sauver le bas du range ou non? Ça c'est la question que je pense que tout le monde se pose aujourd'hui. Moi non plus, je n'ai pas la réponse ici. Ce que je peux dire, c'est que d'un point de vue volume, pour le coup, les vendeurs ne sont pas encore réveillés. Donc certes, on est dans une dynamique baissière, hein, ici. Quand on voyait ce genre de M se former M, c'est dynamique baissière, donc des vendeurs qui sont en contrôle du prix, qui ont aussi le contrôle du momentum dorénavant depuis ces derniers M confirmés, donc là le dernier qui se confirme depuis hier ou aujourd'hui. Donc momentum dans les mains des bears sur du court terme ici. Également dynamique baissière, donc tout simplement, on en avait parlé, mais il y avait l'intérêt acheteur n'était pas sur les niveaux de prix précédents, mais précédemment identifiés, pardon. Mais ils sont ici, on en avait parlé, donc entre les 31 750, on est en plein dedans, et grosso modo, les 30 500, voire on peut tirer jusqu'aux 29 500. Ça, c'est la zone acheteuse, encore une fois, je maintiens, qui est absolument à défendre. C'est vraiment une zone à défendre. Je peux passer en weekly pour voir si j'ai d'autres vraiment valeurs flagrantes ou non. J'ai pas l'impression, pour le coup. Non. Aller jusqu'au 29 750, 30 000, mais on arrive peu à peu dans les zones réellement à défendre pour Bitcoin. Tout va se jouer ici. Si on perd ça, c'est qu'il y a une réelle volonté de sortir de l'acheteur, et donc à ce moment-là, on se donne rendez-vous sous les 28 500. Et donc, en cas de cassure du range, donc du plus bas, hein, qui a été trouvé ici à 29 100 grosso modo, sur Bitfinex, ça dépend des exchanges pour le coup, on ira donc en zone de rechargement très très probablement. La zone de rechargement, l'entrée se fait à partir de 27 000 dollars, ok. À noter également, je prends ici mon volume profile qui va m'indiquer où sont mes zones de demande en fonction du prix. Donc où est-ce que j'ai eu la demande, l'offre, où est-ce que j'ai eu de l'échange. On peut voir que bon, ici, le range a eu beaucoup d'échanges, normal. Également, ici on a un creux, c'est-à-dire que ici il y a eu très peu de business, on le voit sur cette montée, donc c'est très peu solide. Donc c'est-à-dire que si on cède le support ici, la smart money, si elle veut racheter en Bitcoin, elle peut récupérer toute la liquidité sous ces niveaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, un creux dans la value, simplement, c'est un moyen de récupérer de la liquidité. Vous avez une zone de support ici, vous avez le prochain support majeur qui est ici, et entre les deux, vous n'avez pas grand-chose. Ce pas grand-chose, ça permet de récupérer de la liquidité, je m'explique. Tous les acheteurs qui ont acheté ici, en janvier, donc ici, également ici en mai, ici, donc ceux qui rachètent, là on voit clairement qu'on a clairement un niveau qui est majoritairement défendu. Depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines, on clôture au-dessus à chaque fois des 34 000 dollars. Donc il y a clairement peut-être de la smart money, une grosse baleine ou quelqu'un qui a beaucoup d'argent qui défend ce niveau. Si ce niveau est perdu, on perdra également ce niveau, donc le support sera cassé. Grosso modo, cette zone de support, on la cède, et donc le marché, s'il casse un support, c'est pour aller plus bas, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Si le support cède ici, je vais augmenter l'opacité, c'est pour aller plus bas. Et donc ce plus bas, c'est où? Bon, on regarde techniquement où est la prochaine zone de demande, où est-ce que justement cette smart money pourrait récupérer la liquidité. Parce que l'investisseur qui est rentré à l'achat ici, également ici depuis des semaines, si il veut sortir si ses stops, ils sont plus bas en fait. S'il veut sortir avec le moins de pertes, il va mettre un stop, il va le mettre où? Il va le mettre probablement dans la zone de rechargement, donc au niveau du creux. Donc c'est à ce moment-là que ça devient une excellente zone, je vais supprimer ça, ça devient une excellente zone pour capturer de la liquidité, ok. Donc ici ça s'étend grosso modo premièrement jusqu'aux 24 000 dollars, également ici jusqu'aux 18 900 dollars, ici 19 000 dollars, le précédent ATH de 2017, ok. Je dis pas qu'on va absolument y aller,
je dis juste que pour le moment, les acheteurs ne se réveillent pas. Ça, c'est vraiment warning, hein. En gros, red flag, comme on dit, mettez le drapeau rouge ici, hop. Où est-ce que j'ai le drapeau? Il est ici. Mettez le drapeau rouge, les acheteurs ne se réveillent pas. Les vendeurs cassent la zone de combat identifiée, donc on poursuit la dynamique baissière. D'ailleurs, je vais l'agrandir ici. Et également, momentum baissier pour le moment, et également, pour le coup, des acheteurs qui ne se réveillent pas. Donc il y a deux possibilités. Soit les acheteurs se réveillent comme ils avaient réussi à le faire ici sur le bas du range, et donc derrière, on a vraiment l'info qu'ici, il y a vraiment de gros acheteurs qui défendent les prix, qui ont les moyens de maintenir ces prix et de repousser les prix plus haut. Et donc à ce moment-là, il faudra venir péter toutes les résistances ici. Si on fait ça, c'est extrêmement bullish. À ce moment-là, on retourne dans le haut du range. Par contre, si les acheteurs qui s'étaient réveillés ici ne se remanifestent pas, à ce moment-là, les vendeurs se réveilleront très très probablement et on aura une cassure du range. Et donc les niveaux plus bas, on les a vus. Okay. On a vu les niveaux plus bas. Donc là, on a vu un petit peu le topo du Bitcoin. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a deux choses qui s'opposent. Il y a tout ce qui se passe sur les contrats dérivés. Donc ça, je vais fermer. Et je vais aller sur le Bitcoin ici. Alors, BTC, Binance, BTC USDT Perp. Donc, je vais augmenter l'unité de temps. Enfin, je vais diminuer, pardon, l'unité de temps. On voit que dès qu'on a des bougies rouges, le funding diminue, l'intérêt augmente, donc il y a beaucoup de gens qui viennent shorter sur contrat dérivé, hein, clairement. Bon, pour le coup, ici, j'ai l'impression que c'est un peu long. Ouais, funding qui augmente, intérêt qui augmente. Petite conso, donc là, les gens sont venus acheter pour le coup ici. Bon, bah, ils se font piéger. On voit les liquidations qui arrivent derrière. Mais beaucoup de vendeurs également. Je le vois aussi ici. Il y a des liquidations vendeuses qui se créent au nord. Il y en a encore au sud jusqu'au 30 600. Donc ça, c'est à surveiller. Là, c'était un autre exchange, c'était XRP. Il y en a aussi sur XRP un peu plus bas, mais ça, je m'en fous. C'est Bitcoin qui m'intéresse, je repasse. Et je vais mettre un tier 3 sur Binance pour avoir le plus de valeur possible. Si c'est illisible, je mettrai un tier 4. Alors voilà, il y en a un peu qui attendent dans les 31 002. Et ça s'étend jusqu'aux 30 600 pour le moment. On voit qu'il y en a beaucoup au nord, hein, il y a vraiment beaucoup de liquidations au nord, donc qui pourront être recherchés. Donc on a le sentiment majeur des investisseurs qui est dans la peur, mais dans l'espoir de voir le bas du range tenir. Comment je vois ça? Je le vois ici. Ça, je peux quitter, je m'en fous. Hop. Je trouve le social index très très puissant. Donc en gros, ça c'est un machine learning, il me semble, qui va analyser tous les tweets sur les réseaux sociaux et donc qui va identifier si c'est un tweet qui est plus bull ou bear. Actuellement, on voit que majoritairement c'est bull. Les gens sont dans l'espoir justement d'avoir un Bitcoin qui termine la fin de l'année au-dessus d'un nouveau sommet. Tant que cet espoir est présent, eh ben, on peut justement enclencher un mouvement baissier pour retrouver à ce moment-là un sentiment baissier ou une capitulation et donc poser un bottom par la suite. On le voit au niveau des spreads ici, qu'on va bientôt entrer potentiellement en backwardation, donc chercher justement un sentiment pessimiste derrière. En cas de résolution baissière, on ira probablement backwardation et donc probablement le mouvement de capitulation interviendra. Mais pour le coup, les réseaux sociaux sont plus ou moins bullish. Où est le social index? Je l'ai perdu de vue. J'espère que j'ai pas quitté, j'ai pas fermé. Bon, je sais pas si j'ai fermé, j'ai l'impression que ouais. Ah non, c'était ici. Je reconnais pas le logo, autant pour moi. Je vais fermer, donc oui, ici pour l'instant c'est bull, hein, donc les réseaux sociaux sont bullish, malgré qu'on soit dans la peur, les tweets majeurs qui en ressortent sur les réseaux sociaux sont bullish, donc un mouvement baissier, ça aurait du sens. Maintenant, là où ça s'oppose, c'est sur les contrats dérivés. Donc il y a vraiment ce que les gens font sur les dérivés et ce que les investisseurs ont comme sentiment. Je m'explique. Sur les dérivés, comme on a vu, il y a quand même beaucoup de shorters qui viennent shorter. On a majoritairement un funding négatif quand même depuis pas mal de temps. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ça, hein. Généralement c'est un funding qui est positif. Ok. Je vais passer en daily, mais le funding négatif, bon, il n'y a pas assez de data. Mais grosso modo, c'était ici, ou même cette consolidation, là il y avait beaucoup de funding négatif, donc cassure vers le haut. Pendant tout le marché aussi, on s'est bouffé du funding positif. Là, on se bouffe du funding négatif depuis quelques jours maintenant. Pareil, une grosse hausse de l'intérêt ici. Donc, probablement, beaucoup de gens qui sont venus shorter ce marché. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est opposé. Sur les dérivés, il y a beaucoup de liquidité au nord, donc il y a beaucoup de vendeurs qui peuvent gagner sur un marché baissier. Ça, c'est pas tellement rentable pour le marché, parce que si la majorité gagne, ça va pas trop le faire. Mais il y a aussi beaucoup de gens à faire, entre guillemets, souffrir sur le spot en allant plus bas. Donc voilà, il y a deux oppositions. Et ça me rappelle un petit peu ce range ici, pour le coup, où c'était similaire, dans le sens où, je repasse en daily pour que ce soit plus clair, c'était ici, hop, donc, où justement,
Le fait d'aller plus bas, quand on était ici, allait faire souffrir beaucoup de personnes. Pareil, consolidation au-dessus du ratio doré. Il se passe qu'on fait le breakout, tout le monde devient bear, tout le monde short, et tout le monde se dit on va racheter plus bas, on va shorter, on va faire du profit, et en plus on va acheter du bitcoin moins cher. Il se passe quoi? La cassure derrière le gros short squeeze, tout simplement. Donc on peut être aussi dans le même scénario ici, où tout le monde veut acheter plus bas. Également, les investisseurs qui veulent acheter plus bas. Je ferai un sondage sur YouTube, ça m'intéresse, de voir si la majorité achète ici ou attend plus bas. Il n'y a aucun problème à répondre au sondage, hein, c'est anonyme. Ça peut aider simplement de récupérer le sentiment, ça peut être intéressant. Et donc oui, pour le coup ici, j'ai l'impression que la majorité attend d'acheter plus bas, mais également une cassure baissière pourrait permettre de faire peur à un maximum de monde. Donc un scénario aussi qui serait assez probable serait pour le coup, je fais ma cassure ici de mon plus bas. Donc grosso modo comme ceci, hop. Avant que les gens veuillent acheter, donc je m'arrête ici grosso modo 25 008, 26 000. Avant que les gens veuillent acheter dans les 20 000, 25 000, je pense que c'est le prix majeur que les gens veulent acheter. Je fais l'énorme short squeeze ici et je viens bouffer toutes les liquidités qui attendent au-dessus de ces sommets. Grosso modo, c'est un mouvement de marché qui recterait un maximum de gens sur le spot et qui pourrait aussi permettre de récupérer un maximum d'argent aussi sur les dérivés. Je sors les bulls, je piège un maximum de vendeurs et je liquide tous les vendeurs derrière. Ça aussi sera un mouvement de marché qui serait très intéressant. Bon, j'ai l'impression qu'on a l'air de vouloir s'attaquer. Voilà, bon bah... je viens chercher ici le petit pic de liquidation acheteur et je liquide les vendeurs derrière. Bon bah classique du Bitcoin, hein, simplement qui chasse de la liquidité, rien de plus simple que ça. Mouvement très atypique du Bitcoin, j'ai envie de dire. Bon, ça c'est un petit peu pour tout ce qui est des sentiments, psychologie, etc. Techniquement, on va regarder ensemble. Alors, j'ai vu ça avec les élèves juste avant. On arrive en zone de rechargement, on arrive dans les zones d'intérêt majeur. Donc les zones de prix où les acheteurs doivent défendre le Bitcoin, hein, donc 31 300, 30 700, 30 400 dollars, 30 000 dollars également, donc toute cette zone ici. Ok. Pour l'instant, est-ce qu'on a des raisons de penser que le mouvement baissier est fini? Pour ma part, j'ai pas l'impression. Je vois pas de réveil des acheteurs. Pour le coup, les vendeurs commencent un petit peu à se calmer, mais les acheteurs ne sont pas encore présents. D'un point de vue momentum, toujours pas de divergence haussière, donc j'ai aucune raison de penser que le Bitcoin a fini son mouvement baissier pour l'instant. Loin de là. En tout cas, son mouvement baissier sur du court terme. Ok. Donc là, je pense qu'on est plus dans un mouvement typique de je chasse du vendeur, mais il n'y a pas encore de bottom ici confirmé sur du court terme. Donc, wait and see ici, au cours des jours ou dans la journée, si vous commencez à voir le Bitcoin qui fait des plus bas, mais qui, lorsqu'il rebondit, fait des divergences haussières, vous savez que probablement ce sera pour tenter de poser un bottom derrière et de retourner au nord, tout simplement. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Mais bon, là simplement, comme on le voit, on s'attaque aux vendeurs, on a trouvé ici les liquidations vendeuses, les prochaines sont ici dans les 30 000 dollars, enfin 33 000 dollars, et on a aussi, je pense, un paquet plus haut. Donc là, on est en train de s'attaquer aux vendeurs, tout simplement. Mais c'est juste un short squeeze pour le moment, c'est pas les acheteurs qui se manifestent, qui défendent absolument les prix. Je peux voir ça ici, on va regarder ça. Alors, ouais, il n'y a pas un delta super positif. Donc les acheteurs ne sont pas trop en train de gagner le combat. Ils se sont manifestés un peu ici au niveau des 32 000, zone qu'ils doivent défendre, mais c'est pas encore ça. Ok, c'est pas encore ça pour le moment. Donc wait and see. Moi, ce que je voulais absolument aborder avec vous, c'est le dollar index. Et le dollar index nous donnera clairement une direction du mouvement. Je m'explique pourquoi je dis ça. Parce qu'on a en gros comment dirais-je, on a le dollar index qui est très corrélé au Bitcoin. Le dollar index est dans un même range que Bitcoin. Jusque là, vous voyez un petit peu de quoi je parle. Je vais passer en daily, je vais cacher le prix, comme ceci, enfin les schémas, voilà. Ça c'est le range du Bitcoin. Ça c'est le range du dollar index. C'est la même chose, Bitcoin est sur le bas de son range, dollar index est sur le haut de son range. Si dollar index résout vers le haut de son range, vous savez très bien, très probablement, que le Bitcoin va résoudre son range vers le bas. Ok. Donc si dollar index breakout au nord, il y a de grosses probabilités de voir un Bitcoin breakout au sud. Donc regardez bien le dollar index également. On va sur le dollar index où on a des premières divergences qui se montrent. Ici, ça on en a parlé. Hop, comme ceci. Donc là, les divergences se montrent. Si Williams sort de son état de stupidité, également, grosse probabilité de rejeter vers le haut du range. Ok, donc là c'est notre zone de combat qu'on vient de créer, grosso modo, entre les 92 845 et 92 083. Si on voit ce M se former, on saura que dollar index est mature pour retourner vers ses supports. Et donc à ce moment-là, que Bitcoin, lui, sera mature pour retourner
vers la résistance de son range, tout simplement. Donc les deux sont parfaitement corrélés. Il y a juste à regarder les deux maintenant. Qui va faire quoi? Si le dollar index, vous voyez, qui commence à breakout vers le nord, très probablement que Bitcoin fera un breakout au sud et vice versa. Donc vraiment à surveiller le dollar index, c'est pour ça que j'en ai parlé aujourd'hui. Également surveiller le pétrole, également les indices. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on commence à avoir des divergences qui s'accumulent côté S&P, côté pétrole. Donc si les assets à risque se mangent une claque, le Bitcoin suivra, tout simplement. Ok. Il va pas être épargné, si les investisseurs vendent du risque et achètent du gold par exemple, Bitcoin sera vendu puisque Bitcoin se comporte comme un asset à risque et non comme un risk-off pour le coup. Donc ça, ce sera surveillé également. Et du coup aujourd'hui je vais m'arrêter en parlant d'Ether et de Tezos. Alors Ethereum, c'est comme Bitcoin, tout ce que j'ai dit précédemment, les zones d'intérêt elles sont ici. Peut-être que je peux aller les chercher, c'est vrai que je regarde pas souvent. Je vais essayer de choper l'Ether, normalement je peux l'avoir. ETHUSDT. Et je vais augmenter le ticker pour avoir plus de précision. Hop, comme ceci. Est-ce qu'on a des mêmes zones d'intérêt acheteuses? Alors, ici, bon, c'est pas comme Bitcoin où c'est massif, mais on a quand même ici. Intéressant, donc ouais, grosso modo, on a les mêmes zones acheteuses. À voir si sur d'autres exchanges c'est pareil. Par exemple, sur FTX, je vais repasser sur un tick de 500. Alors... ouais, j'ai l'impression que ouais. Donc vraiment 1740, 1750, grosse zone de prix. Maintenant, techniquement, qu'avons-nous? On a un Ether qui est venu en zone de rechargement. Donc encore une fois, si on estime que cette borne et cette borne est un range, ce qui est le cas, nous revenons sur le bas du range. Donc ça en devient une zone très intéressante. Alors maintenant, on a vu la zone d'intérêt ici sur l'Ethereum. On va voir actuellement, est-ce qu'on a des raisons de penser que Ether peut trouver un bottom ici? Attendons de voir. Alors, première divergence ici, très bien. Pour moi, derrière qui est avalé suite au M. Donc plus de divergence, momentum de nouveau baissier. Si on vient casser ici sur l'Ethereum, nous aurons de nouveau un momentum haussier. Donc à ce moment-là, on entrera dans une phase de range au sein de ces zones de rechargement. Donc si on a de la structure derrière qui arrive, comme ce fut le cas ici, pareil, ok. Donc comme ce fut le cas précédemment ici, où j'ai ma divergence et ensuite j'ai mes W, qui montrent qu'on est prêt à reprendre de la valeur, et on a des possibilités de ensuite venir casser les 2400, peu à peu de monter comme ça et donc de faire l'énorme W daily ici. Si on fait ça, c'est super positif. Maintenant, actuellement, avons-nous ça? Non. Donc est-ce que je peux vous confirmer que Ether va trouver un bottom ici? Sur du court terme, loin de là. Pour l'instant, c'est impossible pour moi de vous annoncer ça, tant que j'ai pas justement le momentum et la structure qui suit derrière. Ok. D'un point de vue volume, je vais customiser également ici. Je passe en area, je réduis ça, je réaugmente ça comme ceci. J'ai des vendeurs qui sont en train de s'éteindre, mais est-ce que j'ai des acheteurs qui s'allument? Non. Donc est-ce que mes acheteurs se réveillent pour le moment? Non plus. Donc j'ai un volume sur le déclin, donc mes vendeurs commencent à perdre de l'intérêt au niveau de ces zones, tout simplement. Donc ça commence à être bon signe sur l'Ether, mais besoin de plus. Bien entendu, besoin de plus. Pour l'instant, il n'y a pas ce plus. Et donc, si jamais on ne trouve pas de relais acheteur, qu'on vient enfoncer les 1700 $, en tout cas le bottom trouvé ici des 1698, qui n'est pas un bottom technique, qui est juste un bottom local, c'est-à-dire ici les vendeurs ont freiné, les acheteurs ont repris le contrôle, mais c'est pas un bottom définitif. On ira donc en zone de rechargement. Et donc à ce moment-là, on fait le même travail qui a été fait précédemment. On regarde où est le creux. Donc il y en a un qui s'étend jusqu'aux 1272 $. Donc techniquement, ça fait une fenêtre jusqu'aux 1200 $ en cas de résolution baissière. Également, un énorme creux ici. Si jamais Ethereum retrace autant au cours de l'année, on pourrait se retrouver jusqu'aux 757 $. Techniquement, il y a des raisons de y aller. Et je dis pas qu'on va y aller, je dis juste que généralement, Ethereum, s'il est bel et bien dans cet objectif-là, il retrace souvent en dessous de 78,6, comme ce fut le cas ici, on a même retracé en dessous de 88,6, donc Ether retrace très fortement quand c'est le cas. Et donc à ce moment-là, oui, un Ether qui revient à 800 $ par exemple, ce serait réaliste. Maintenant, je dis pas que ça va arriver maintenant, mais peut-être au cours de l'hiver, ça pourrait arriver. Et je dis bien ça pourrait, si les acheteurs n'arrivent pas à défendre ce niveau des 1190 et que même le niveau des 1200 se fait exploser, la prochaine zone ce sera 800 $ tout simplement. Donc pas plus à dire ici pour le coup sur l'Ether, donc sur du court terme, pas de signe de bottom encore. Actuellement simple short squeeze, y a rien à dire de plus. Et donc Tezos, alors Tezos pour un investisseur long terme qui se dit est-ce que je vais investir ici, commencer à acheter ici sur Tezos et séparer sur une majorité d'altcoins, ça a du sens. Hier je parlais de RSR dans mon cas qui était
pas intéressant dans mon cas pour acheter immédiatement aujourd'hui. Mais pour un investisseur long terme, donc là c'est pas la bonne charte. RSR USDT, Yobi, oups, je me trompe. Hop, Yobi, là un mec qui vient acheter qui me dit moi je suis long terme RSR, je pense que dans 2-3 ans le prix sera supérieur à 2 centimes, il n'y a aucun problème. Très très probablement que l'investisseur qui me dit ça, il a raison. Mais celui qui veut acheter, dans mon cas, qui va être dans le sens du vent, il peut pas le faire. Par exemple, RSR, pour être dans le sens du vent, c'était ici ou ici. Pour le coup, c'est pas encore là. C'est pas encore présent là, on n'est pas encore dans le sens du vent. Donc si j'achète ici, par exemple, c'est dans une optique d'investissement de plusieurs années, où je me dis, oui, il y a de grosses probas que je puisse revendre mon RSR plus cher que 2 centimes d'ici 1, 2, 3, 4, 5 ans. Ça, il n'y a pas de problème. Ok ? Mais encore une fois, trop tôt pour un mec qui veut être dans le sens du vent comme moi. Je dis bien dans mon profil. Maintenant, là, je reprends Tezos. Je l'avais chopé sur Kraken, je pense. Alors, XTZUSD, Kraken, ok. Pareil, un mec qui vient me dire, moi, je vais acheter Tezos ici pour du long terme, c'est un excellent prix, il n'y a aucun problème. La zone de rechargement sera toujours un excellent prix pour un investisseur long terme. Ça, il y a zéro problème là-dessus. Maintenant, encore une fois, dans mon cas, est-ce que je suis dans le sens du vent si j'achète ici? Non. Pourquoi ça? Parce que j'ai toujours un asset qui n'arrive pas à me faire une consolidation assez longue, entre guillemets, qui me montre qu'il arrive à poser un bottom. Donc pour le coup, pour l'instant toujours pas de, ça je peux supprimer, je m'en fous. Pour l'instant toujours pas de divergence haussière qui me montre que les acheteurs se remontrent sur le momentum. J'attends cette divergence, donc on est en train de pousser à cette divergence, donc là ça pourrait arriver. Donc par exemple faire quelque chose comme ça. Okay, le rebond, à ce moment-là, la divergence se crée, et ensuite, là, j'ai ma structure, et là, je serai dans le sens du vent, et là, j'ai des raisons d'investir sur Tezos. Pour l'instant, dans mon cas, dans mon profil, je ne peux pas venir investir sur Tezos ici. Mais un investisseur qui fait du dollar cost average, c'est-à-dire, je viens acheter un petit peu, par exemple, chaque mois, voilà, je me donne une période d'1 an pour acheter du Tezos, pour investir, tous les mois, je viens acheter 100 €. J'ai une fenêtre de 1200 € de mon investissement, par exemple 1200 €, je vais acheter 100 € tous les mois pendant 1 an. Bah, commencer à le faire ici, c'est très intéressant. Si vous arrivez à créer une moyenne de prix dans la zone de rechargement, sur le long terme de 3-5 ans, il est fort probable que vous puissiez revendre votre Tezos supérieur à ce prix moyen. Ok ? Il y a moins de probable que le Tezos se retrouve ici qu'il se retrouve ici. Donc à ce moment-là, oui, vous faites du profit plutôt que de la perte, ok? Mais un mec, encore une fois dans mon cas, qui veut avoir le sens du vent, pourquoi je veux avoir le sens du vent avec moi? Parce que quand on a le sens du vent avec soi, généralement ça va plus vite pour faire du profit. Je m'explique, si vous investissez quand le marché redevient haussier, bah vous allez avoir un marché qui va monter, donc vous allez pouvoir prendre des profits plus rapidement, donc les fonds vont être bloqués moins longtemps. C'est pour ça que j'ai plusieurs secteurs, moi personnellement, qui m'intéressent. J'ai les petites actions, j'ai aussi les cryptos, mais j'ai aussi d'autres secteurs qui peuvent m'intéresser. Donc à ce moment-là, j'ai besoin de bloquer un minimum de liquidité. Je m'explique, investir sur un asset juste en achetant le prix, je sais que je peux attendre 2-3 ans avant que le marché redevienne haussier par exemple. Donc ça me bloque des liquidités pendant 2-3 ans. Alors que ces liquidités peuvent travailler ailleurs. Par exemple, je trouve une action, là je vais en montrer une par exemple, qui me montre clairement qu'on a des signes de bottom à long terme. Je préfère bloquer ces fonds ailleurs. Donc par exemple, si je prends une action simple, je prends un DER qui me fait W mensuel sur W mensuel ici depuis des mois. Donc là, clairement, j'ai une action qui pose un gros bottom long terme. J'ai de grosses probabilités également d'avoir un rallye incessamment sous peu qui vient me chercher des profits. Donc d'ailleurs, j'ai déjà fait des profits sur cette action, mais c'est pas le message du jour. C'est pas le message que je vais faire passer. C'est juste, je préfère avoir un asset qui va être dans une configuration haussière. Par exemple, AXS, voilà, totalement AXS. Je vous dis pas d'acheter ici. Je vous dis juste que AXS, pour le coup, W-Weekly, ça c'est dans le sens du vent. Donc à ce moment-là, c'est récupérer des profits assez rapidement. W-Weekly à 6$, on est déjà à 21$. Donc pour le coup, consolidation, W, le mouvement repart. Ça c'est être dans le sens du vent. Pareil pour le momentum, ici. Les W se montent, les W se montent sur le cours. Accélération des prix. Par exemple, je vous dis pas d'acheter cet asset, mais par exemple, lui, pareil, il est en train, doucement mais sûrement, de donner des petits signaux intéressants. Maintenant, le signal ultime sera la cassure ici, 85 centimes. Mais je préfère acheter ce genre d'asset. Je l'achète pas pour l'instant cocos, parce que Bitcoin n'est pas encore bullish, donc ça ne m'intéresse pas de réinjecter du cash dans la crypto. Mais pour le coup, voilà, ça c'est le genre d'asset où je sais que, par exemple, un AXS, je vais pas bloquer des fonds pour rien. Donc c'est ça en fait. Mais un investisseur qui
est intéressé exclusivement par la crypto, oui, là, il n'y a aucun problème de me dire, moi, je vais venir acheter ici en dollar cost average, je vais commencer à acheter. Bien entendu, c'est une excellente fenêtre d'investissement. Bien que le marché peut aller plus bas, s'il va plus bas, tu rachètes. Et donc ton prix moyen diminue. Si on va plus haut, ce que tu veux acheter peut offrir des gains, tout simplement. Donc dans tous les cas, si tu commences à acheter ici, sur le long terme, tu seras probablement rentable. Je voulais vraiment différencier le mec qui va acheter un petit peu par un petit peu, un simple prix parce qu'il le trouve intéressant et il estime que sur le long terme on sera supérieur à ce prix, et quelqu'un comme moi, pardon, qui pour le coup par exemple EGLD, je vais aller dessus, EGLD il n'y a aucun problème, un mec qui me dit moi j'achète du EGLD à 84$ parce que c'est un prix intéressant, il n'y a vraiment aucun problème, puisque sur le long terme, oui, il y a de grosses probabilités d'ici 3 ans que GLD soit supérieur qu'à 84$. Mais actuellement, le sens du vent, il est dans le sens des vendeurs, il n'est pas dans le sens des acheteurs. Pourquoi je dis ça ? Parce que clairement, quand vous voyez ce genre de structure, c'est plus un marché qui est contrôlé par des acheteurs, mais par des vendeurs. M-Weekly, c'est vendeur. W-Weekly, c'est acheteur. Ici, c'était acheteur. Ici, c'est dorénavant vendeur. Donc, pour moi, EGLD m'intéressera quand il dessinera ce genre de structure. Là, je serai dans le sens du vent. Mais un mec, par exemple, peut commencer à acheter ici, il n'y a aucun problème. Et si j'avais ce genre de profil, je vous le dis clairement, EGLD ici, je commencerai à l'acheter. Mais j'ai besoin d'être dans le sens du vent pour bloquer mes liquidités le moins longtemps possible. EGLD, le dernier signal d'investissement, il a été donné ici. Hop. 10,28$. Donc à ce moment-là, très rapidement, vous faites du profit, tout simplement. Alors que si je prends l'historique global, EGLD USD, hop, comme ceci, le mec qui par exemple achète ici, ici se dit que c'est un bon prix à 12$, il peut attendre très longtemps avant de commencer à faire du profit, enfin très longtemps. Tout est relatif, hein. Franchement 3 mois c'est pas énorme, mais voyez un petit peu, j'aimerais avoir des exemples plus parlants pour le coup, mais parce que là l'exemple il est pas assez parlant, mais quand la structure intervient, pour le coup ici, quand on a cassé les 10,50$, donc même ici, hein, là oui, là je fais du profit très rapidement, c'est mon profil, ça c'est ce que je recherche lorsque je vais investir sur un asset, tout comme ici. Là ça va être parlant pour le coup. Alors, par exemple, le mec qui achète EGLD ici, voilà, on dit le mec qui trouve que le prix 1,73$ est intéressant, ou même ici par exemple, allez, hop, ici, en novembre 2019, avant de faire du profit, il attend quand même quasiment 8 mois, on va dire, 33 semaines. Alors que le mec qui achète le W-Weekly, dans mon cas par exemple, donc là le W-Weekly se forme juste ici. Là je sais que je dirige, mais je devais revenir là-dessus, hein. Tac, 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 tac. Signal donné d'investissement à 1,05$. Le profit arrive assez rapidement. On est dans le sens du vent. Là, le marché monte. Quand le mec qui achète, par exemple, ici, quand il n'y a pas encore la structure de marché ou autre, enfin, on a eu une petite ici, donc là, il y a eu un premier signal. Là, c'est aussi intéressant. Mais celui qui arrive après, qui achète ici, quand il n'y a plus de structure, il peut attendre longtemps avant d'acheter. Et également, ici, pour le coup, se manger le moins 64%. Bon, quand on est investisseur, le stop, il est à 0, bien entendu. On est conscient qu'on peut tenir le trade jusque 0. Mais ici, quand on est dans le sens du vent, quand je le répète, le profit peut intervenir plus rapidement. Et donc les fonds sont bloqués moins rapidement et peuvent travailler ailleurs, sur une autre alt, sur une autre crypto, dans un autre environnement, que ce soit côté stocks ou ailleurs, peu importe, dans tout type d'investissement. C'est ici que je voulais en venir, comme XRP. Là, je vais aller sur XRP pour le coup, et je vais en parler du coup. Et je terminerai ce brief là-dessus. Mais ici par exemple, XRP, un mec qui achète à 60 centimes sur du long terme, s'il estime qu'XRP fondamentalement c'est bien, peu importe, on s'en fout, il estime qu'il sera plus cher d'ici 3 à 5 ans, oui, commencer à acheter du XRP à 60 centimes, c'est une bonne opportunité. Maintenant, si je veux être dans le sens du vent, pour le coup, XRP pour être dans le sens du vent, précédemment c'était ici. 7 janvier, ça on en parlait en janvier 2021, également ici. Là c'était dans le sens du vent, quand on a cassé ici, ça c'est dans le sens du vent. Et là les profits arrivent aussi à ce moment-là. Ou également ici le rallye, mais actuellement ce n'est plus le cas. XRP, je passe en weekly, hop, comme ça. Bon ici pour le coup il n'y a pas de... Vu que ça a été assez brutal, on reste sur un V. Pour l'instant, bon, ça se voit pas, mais on est quand même sur un M. Donc pour l'instant là les vendeurs ont repris le contrôle du marché sur XRP depuis mai 2021. Donc je ne serai pas dans le sens du vent, mais quand vous voyez W-Weekly ici, là vous êtes dans le sens du vent, là vous ne l'êtes plus, donc vos fonds peuvent être bloqués assez longtemps, mais sur le long terme vous serez probablement très très rentable, donc ça dépend du profil que vous avez. Est-ce que moi je veux bloquer mes fonds longtemps, je m'en fous tant que je fais du profit, ou est-ce que je veux les bloquer un minimum de temps, donc à ce moment là je vais attendre toujours plus de développement sur les charts, tout simplement. C'est juste ce que je voulais rajouter aujourd'hui, tout simplement.
Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description en commentaire. Si vous voulez rejoindre l'école, je vous mets pareil le lien en description en commentaire. Vous pouvez rejoindre via les modalités crypto. Tout est expliqué juste ici dans le bienvenu. Dès que vous arrivez sur le Discord, tout est expliqué juste ici avec les offres aussi de remise annuelle, trimestrielle, semestrielle, etc., etc. Les modalités de paiement sont Bitcoin, Ether, USDT. Privilégiez le TRC20 en USDT, généralement c'est ce qui offre le moins de frais, donc c'est ce qui est plus rentable pour vous, même pour vos transactions perso. Du coup on se retrouve nous demain pour une prochaine update de marché. On verra si Bitcoin trouve un réveil acheteur ou au pire enfonce et trouve un réveil vendeur. On se retrouve demain matin. Ciao ciao.